Ma sœur a dit que mon bébé était une erreur, devant tout le monde puis mon mari est entré. Je savais comment ils appelleraient mon fils avant même que le mot ne quitte les lèvres de ma sœur. Debout dans la maison de mon enfance, regardant ma famille et Nolan, âgé de 4 mois, comme s'il était la preuve d'un crime, je sentis le poids familier de leur désapprobation s'installer sur mes épaules. La fille parfaite avec ses enfants parfaits. Les parents déçus avec leur jugement non dit. Les conversations feutrées qui cessaient dès que j'entrais dans une pièce. J'avais passé ma vie à essayer d'obtenir leur approbation. Mais alors que la voix d'Harriet transperçait le silence du dîner, petite erreur, quelque chose a basculé en moi. Il ne s'attendait jamais à ce que je me défende. Il ne s'attendait jamais à ce que Gavin franchisse cette porte. Il ne s'attendait jamais à la vérité. Et c'est exactement pourquoi tout était sur le point de changer. Le poids de Nolan pesait sur ma poitrine alors que je me tenais sur les marches familières du porche de la maison de mon enfance. À 4 mois, il était encore si petit, ses cheveux bruns et fins dépassant de la couverture bleu pâle dans laquelle je l'avais enveloppé. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes tandis que je me balançais d'un pied sur l'autre, le sac à langer glissant de mon épaule. Je n'étais pas revenu depuis avant que ma grossesse ne soit visible. 8 mois de silence s'étiraient entre nous comme un gouffre que je ne savais pas comment franchir. « Respire, Eleanor » me murmurai-je, bien que les mots s'adressaient aussi à Nolan. Ses yeux, encore de ce bleu de nouveau-né, mais s'assombrissant sur les bords comme les miens, clignèrent vers moi. Maman est juste nerveuse. La porte s'ouvrit avant que je ne puisse frapper. Ma mère, Célia, se tenait dans l'encadrement de la porte, la posture rigide et le sourire pincé. Elle s'était coupé les cheveux depuis la dernière fois que je l'avais vue. Ses cheveux blonds, maintenant striés de plus de gris que dans mon souvenir, étaient coiffés en un carré sévère qui la faisait paraître plus âgée. « Eleanor » dit-elle, ses yeux tombant immédiatement sur le paquet dans mes bras. « Tu es arrivée. Pas « bienvenue à la maison » ou « tu m'as manqué ». Juste la reconnaissance de mon arrivée, comme si je livrais un colis qu'elle attendait. « Salut, maman. » J'essayais d'insuffler de la chaleur dans ma voix pour combler la distance entre nous. « Voici Nolan. » Elle recula, me laissant entrer, mais sans tendre la main vers aucun de nous deux. « Ta sœur est déjà là avec les enfants. » Bien sûr, Harriet était en avance. Elle était toujours parfaite de cette façon. Ponctuelle, préparée, impeccable. Tout ce que je n'étais apparemment pas. Le salon était exactement comme dans mes souvenirs, des canapés immaculés de couleur crème, des photos de famille soigneusement arrangées, principalement des réussites d'Harriet, et la légère odeur de cire pour meubles au citron. Harriet était perchée sur le bord du canapé, le dos droit, les chevilles croisées, regardant ses enfants, Taylor et Dileya, jouer tranquillement à un jeu de société sur la table basse. Ses yeux rencontrèrent les miens. Un éclair de quelque chose au jugement, pitié traversa ses traits avant qu'elle ne se lève. Eh bien, regardez qui a enfin daigné nous honorer de sa présence. Sa voix dégoulinait de cette forme particulière d'agressivité passive qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Elle me toisa de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur mon ventre qui portait encore la douceur de la grossesse récente. Tu as l'air fatiguée. Merci, Harriet. C'est un plaisir de te voir aussi. Je déplaçai Nolan dans mes bras, son poids se faisant soudain plus lourd sous cet examen minutieux. C'est lui, demanda-t-elle, sans s'approcher, sans proposer de le prendre ou même de toucher sa petite main. Toujours pas d'alliance, je vois. Son propre diamant scintilla alors qu'elle repoussait ses cheveux en arrière, s'assurant que je le remarque. Harriet, dit la voix de mon père depuis le couloir. Ronald Walker apparut, sa grande silhouette maintenant légèrement voûtée, les cheveux complètement argentés. Ses yeux s'adoucirent en se posant sur moi. Princesse, dit-il, l'ancien surnom s'étranglant dans sa gorge. Papa. Ma voix se brisa alors qu'il s'approchait et, contrairement aux autres, se pencha immédiatement sur Nolan avec un intérêt sincère. Il a tes yeux, dit-il doucement, un doigt effleurant délicatement la joue de mon fils. C'est vrai, acquiesçai-je, reconnaissante pour cette petite gentillesse. Papa, peux-tu m'aider avec les sacs dans la voiture, interrompit Harriet, et aussitôt, il disparut, obéissant à ses ordres comme il l'avait toujours fait. Tu peux mettre tes affaires à l'étage, dit ma mère, planant toujours dans l'entrée. Nous avons fait quelques changements depuis que tu es parti. Ces changements devinrent évidents quand je montais les escaliers vers ce qui avait été ma chambre. La porte était ouverte, révélant non pas l'espace où j'avais grandi, mais une petite salle de sport à domicile, un tapis de course,
des poids et un vélo d'appartement disposés là où mon lit se trouvait autrefois. Mes posters avaient disparu, ma bibliothèque avait été enlevée. C'était comme si je n'avais jamais existé là. Oh, dis-je, me tournant vers ma mère qui m'avait suivi. Où est-ce que je devrais? Il y a un lit de camp dans la buanderie, dit-elle d'un ton neutre. C'est le seul espace que nous avons maintenant. À moins que tu ne veuilles le canapé. J'eus du mal à déglutir. La buanderie, c'est très bien. L'espace était exigu, sentant la lessive et l'adoucissant. Un étroit lit de camp avait été installé entre la machine à laver et une pile de bacs de rangement. Il y avait à peine de la place pour le lit pliant de Nolan. Alors que je l'installais pour une sieste, mon téléphone vibra. Le nom de Gavin s'afficha sur l'écran, et mon cœur se souleva. « Salut », répondis-je doucement, en me déplaçant dans le couloir. « Comment ça va ?» Sa voix était chaude, inquiète. « Tu es bien arrivé. »« Nous sommes là, » dis-je, essayant de garder une voix stable. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Gavin soupira à l'autre bout du fil. « C'est si mauvais que ça, hein ? Pire. Ils ont transformé ma chambre en salle de sport. Je dors dans la buanderie. » J'essayais de rire, mais le son sortit creux. Mon Dieu. Son surnom pour moi me serra la gorge. Écoute, je termine cette présentation. Encore 2 jours, c'est tout. Ensuite, on gérera ça ensemble, d'accord? Comme on en a parlé. Je fermai les yeux, me souvenant de notre conversation avant mon départ, de la façon dont il avait décidé qu'il était temps de dire la vérité à ma famille, que nous nous étions réconciliés pendant ma grossesse, que nous étions maintenant mariés, que Nolan n'était pas l'erreur qu'il supposait tous qu'il était. Je sais. C'est juste plus difficile d'être ici que je ne le pensais. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Ellie. Et souviens-toi, ils ne connaissent pas toute l'histoire. Ça, c'est à nos conditions. Après avoir raccroché, je retournai dans la buanderie où Nolan dormait paisiblement, inconscient de la tension qui l'entourait. Je sortis mon journal du fond du sac à langer et écrivis à la faible lumière qui filtrait par la petite fenêtre. Être à la maison me donne un sentiment de solitude plus grand que d'être seul. Comme c'est étrange que l'endroit censé être le plus accueillant ressemble maintenant à la forme la plus froide d'exil. Je traçai mon doigt sur la joue de mon fils, son souffle chaud et régulier. Tout ira bien, murmurai-je, plus pour me convaincre que pour autre chose. Le dîner fut un exercice de retenue. Ma mère avait préparé un rôti de bœuf, le plat préféré de ma sœur. Tant pis. La conversation se déroulait autour de moi, m'incluant rarement, tandis qu'Harriet dominait avec des histoires sur les exploits de Taylor au football et le récital de piano de Dileya. Eleanor, m'adressa finalement ma mère directement. Comptes-tu chercher à nouveau du travail bientôt? Je m'éclaircis la gorge. En fait, j'ai fait un peu de rédaction en freelance pendant les siestes. J'ai déjà quelques clients réguliers. Harriet renifla doucement. Freelance? C'est comme ça qu'on appelle le chômage de nos jours, n'est-ce pas? C'est un travail, Harriet, dis-je d'un ton égal. Ça paie les factures. En parlant de factures, intervint mon père, essayant clairement de changer de sujet. Comment va cet appartement à toi? Toujours au même endroit en ville. Avant que je ne puisse répondre, Harriet s'empressa d'ajouter. Ton entreprise n'a-t-elle pas fait ses licenciements juste après que tu sois parti en congé de maternité? Ça a dû être difficile. La façon dont elle le dit, avec cette fine couche de préoccupation masquant à peine sa satisfaction, me serra l'estomac. Tout le monde à table me regarda avec ce qui semblait être de la pitié, et je dus retenir mes larmes. C'était inattendu, admis-je. Mais les choses se sont arrangées. Vraiment, demanda ma mère, un sourcil levé de scepticisme en jetant un coup d'œil à Nolan, qui dormait dans son porte-bébé à côté de moi. Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire qui ne révélerait pas tout avant l'arrivée de Gavin? Nous avions prévu de leur annoncer ensemble notre réconciliation, notre petit mariage à la mairie quelques semaines seulement avant la naissance de Nolan, le nouvel emploi que Gavin avait pris et qui nous permettait d'être plus stables financièrement que je ne l'avais jamais été. Mais assise là, sous leur jugement collectif, je me sentis redevenir l'Eleanor qu'ils s'attendaient à ce que je sois, l'échec, la déception, celle qui ne pourrait jamais être à la hauteur de la parfaite Harriet. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde fut allé se coucher, j'étais assise dans la buanderie à nourrir Nolan et à réfléchir à la façon dont nous en étions arrivés là. Gavin et moi avions été des amours de faculté, mariés jeunes,
et nous nous étions éloignés après des années passées à nous concentrer sur nos carrières plutôt que l'un sur l'autre. La séparation avait été son idée au départ. De l'espace pour faire le point, avait-il appelé ça. 6 semaines plus tard, je découvris que j'étais enceinte. Je le lui dis, m'attendant à ce que la nouvelle nous éloigne encore plus. Au lieu de cela, cela nous avait poussé à tout réévaluer. La grossesse avait été inattendue, mais pas non désirée. Jamais une erreur. Mais ma famille ne savait rien de tout cela. Ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir, Eleanor, seule et enceinte. Une autre mauvaise décision dans une vie remplie de mauvaises décisions. Plus que 2 jours, murmurai-je à Nolan alors qu'il s'endormait. Ensuite, ils sauront la vérité. Le matin arriva avec le bourdonnement strident de la machine à laver qui commençait son cycle à côté de ma tête. Je me réveillai en sursaut, momentanément désorienté par l'environnement inconnu jusqu'à ce que les doux gazouillis de Nolan me ramènent à la réalité. Ma mère se tenait au-dessus de la machine à laver, évitant délibérément de nous regarder alors qu'elle dosait la lessive. « Le petit déjeuner est prêt », dit-elle sèchement avant de sortir. Je changeai et nourris Nolan avant de me rendre à la cuisine. La scène qui m'accueillit était si parfaitement orchestrée qu'elle aurait pu être tirée d'un magazine, Harriet au fourneau faisant des crêpes, ses enfants mettant la table, mon père lisant le journal, et ma mère disposant des fruits sur un plateau. « Regardez qui nous a enfin rejoints », annonça Harriet en entrant. « Il est presque 9 heures, Eleanor. Certains d'entre nous sont levés depuis des heures. » Je ravalai une réplique sur le fait d'avoir été debout la moitié de la nuit avec un bébé qui faisait ses dents. Au lieu de cela, j'installai Nolan dans le transat que j'avais apporté et pris place à table. « Du café » proposa mon père, glissant une tasse vers moi. « Merci, papa. » Harriet plaça une pile de crêpes au centre de la table, puis prit place en face de moi. « Alors, Eleanor, commença-t-elle, sa voix portant cette fausse gaieté qui précédait toujours quelque chose de blessant. « Comment te débrouilles-tu exactement toute seule? Je veux dire, financièrement, avec le bébé et tout. » Avant que je ne puisse répondre, elle continua, « Certaines personnes pensent qu'avoir un bébé résout tout. » Comme si c'était une sorte de pansement pour une vie brisée. Le silence tomba sur la table. Je fixai ma sœur, son maquillage parfait, ses mèches coûteuses, son expression suffisante. « Ma vie n'est pas brisée, Harriet, dis-je doucement. » Elle rit, le son sec et cassant. « C'est ça, oui. Célibataire, au chômage, vivant dans ce minuscule appartement. Le rêve total. Tout le monde ne mesure pas le succès de la même manière, réussis-je à dire. » Clairement, répondit-elle, puis se tourna vers notre mère. « Oh, j'ai oublié de mentionner. Tante Laura a appelé hier. Elle et l'oncle Marc sont en ville et veulent passer ce soir. Je leur ai dit que ce serait bien. » Bien sûr, acquiesça ma mère. Nous pourrions faire un vrai dîner de famille. Je sentis mon estomac se nouer. Plus de famille signifiait plus d'examen, plus de jugement. Après le petit déjeuner, je m'échappai dans le jardin avec Nolan, ayant besoin d'un air qui ne soit pas lourd de tension. J'entendis la porte coulissante s'ouvrir derrière moi et me tendis, m'attendant à Harriet ou à ma mère. Au lieu de cela, la petite voix de Dileya retentit. « Tante Eleanor, est-ce que je peux voir le bébé ?» Je me tournai en souriant à ma nièce de 10 ans. « Bien sûr, viens ici. » Dileya s'approcha prudemment, les yeux écarquillés en regardant Nolan. Contrairement à sa mère, son intérêt semblait sincère. « Il est si petit, » murmura-t-elle. « Tu voudrais le tenir. » Elle hocha la tête avec empressement, et je plaçai délicatement Nolan dans ses bras, lui montrant comment soutenir sa tête. Elle rayonna en le regardant, et il la regarda en retour, fasciné par ce nouveau visage. « Maman dit que tu as des difficultés, » dit soudain Dileya, sa voix basse. « Elle a dit à mamie que tu avais fait de mauvais choix. » J'eus du mal à déglutir. Ta mère et moi voyons les choses différemment parfois. Dileya resta silencieuse un instant, puis dit, « Maman pleure beaucoup derrière la porte de sa salle de bain. Je l'entends parfois quand papa travaille tard. » La confession me surprit. La parfaite Harriet pleurant seule. Cela ne correspondait pas à l'image que je m'étais faite de la vie impeccable de ma sœur. « Je suis désolé d'entendre ça, » dis-je prudemment. Dileya haussa les épaules, son attention de nouveau sur Nolan. « Ton bébé ne me semble pas être un mauvais choix. Il est gentil. » « Merci, Dileya. Ça compte beaucoup pour moi. » Plus tard, alors que je changeais Nolan dans la buanderie,
j'entendis la voix d'Harriet depuis le couloir. Elle était au téléphone, sa voix basse mais distincte. Tu devrais la voir, tante Laura. C'est triste, vraiment. Le bébé était de toute évidence une tentative désespérée de sauver un mariage qui battait de l'aile. Gavin n'est même plus dans le tableau. Mes joues brûlaient de colère et d'humiliation. Je voulais sortir pour la confronter, pour lui dire à quel point elle avait tort. Mais Nolan choisit ce moment pour attraper mon doigt, sa petite prise étonnamment forte, et je me concentrai sur lui à la place. Le souvenir du jour où j'avais annoncé ma grossesse à Harriet refit surface sans y être invité. Nous étions assises dans mon appartement, le thé refroidissant entre nous. « Tu vas ruiner ton corps, ta carrière et ta vie », avait-elle dit sèchement quand j'avais partagé la nouvelle. Pas de félicitations, pas d'enthousiasme, juste un jugement immédiat. Cet après-midi-là, ma mère m'a acculé dans la cuisine alors que je préparais un biberon. « Éléanore, j'ai réfléchi », commença-t-elle, s'appuyant contre le comptoir. « Peut-être que tu devrais envisager de revenir vivre à la maison pendant un certain temps. Tu pourrais reconstruire ta vie ici. » Je la regardais, confuse. « Reconstruire ma vie ? » Oui, hocha-t-elle la tête comme si c'était évident. En tant que mère célibataire, tu auras besoin de soutien. Ton ancienne chambre, eh bien, nous pourrions réarranger les choses. L'équipement de sport pourrait aller dans le garage. Ainsi, la salle de sport pouvait être déplacée pour moi, mais pas avant mon arrivée. Le message était clair. Je me débrouille très bien là où je suis, maman. Elle soupira. Vraiment ? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as encore des difficultés. Le « encore » me blessa. C'était une référence à mon passé, le trouble alimentaire au lycée, le semestre où j'avais raté 3 cours après une mauvaise rupture, la fois où j'avais quitté un emploi prometteur pour essayer le freelance pour finalement revenir à la maison pendant 6 mois quand ça n'avait pas marché. Je ne suis plus cette personne, dis-je. Ne l'es-tu pas ? L'histoire a tendance à se répéter, Éléanore. Mon téléphone sonna, m'évitant d'avoir à répondre. Le nom de Gavin s'afficha sur l'écran. Excusez-moi, dis-je, sortant de la cuisine pour répondre. Salut. La voix de Gavin était un baume pour mes nerfs à vif. Comment ça se passe aujourd'hui ? Pire qu'hier, admis-je. Ils organisent un dîner de famille ce soir. Tante Laura et l'oncle Marc viennent. Super. Plus de spectateurs. Il soupira. Écoute, je pourrais peut-être arriver plus tôt. La présentation s'est bien passée, et j'essaie de prendre un vol plus tôt, mais je ne veux pas promettre et te décevoir. L'espoir voltigea dans ma poitrine. Même quelques heures plus tôt aiderait. Je ferai de mon mieux. Je t'aime, Ellie. Je t'aime aussi. Le soir venu, la maison s'était transformée pour le dîner. Ma mère avait sorti la belle porcelaine, les verres en cristal et les chandeliers en argent. Tante Laura et l'oncle Marc arrivèrent avec des accolades pour tout le monde bref et gêné pour moi et commencèrent immédiatement à s'extasier devant les enfants d'Harriet. Quand ils reconnurent enfin Nolan, tante Laura se pencha sur son porte-bébé et dit « Oh, il est vif, n'est-ce pas ?» Comme si elle ne pouvait penser à aucun autre attribut positif. L'oncle Marc me tapota l'épaule. Coup dur pour le travail, Éléanore, et, tout le reste. Le dîner fut un champ de mines de questions chargées et de compliments à double tranchant. Je me concentrai sur mon assiette, répondant lorsqu'on s'adressait directement à moi, mais restant silencieuse le reste du temps. Nolan, heureusement, dormait paisiblement dans son porte-bébé à côté de moi. Vous vous souvenez quand Éléanore a traversé cette phase au lycée ? Dit soudain Harriet, regardant autour de la table avec un sourire reminisce qui n'atteignait pas ses yeux. Tout ce truc de ne pas manger. Maman et papa ont dû lui trouver ce thérapeute. Ma fourchette se figea à mi-chemin de ma bouche. Mon trouble alimentaire n'était pas une phase. C'était une maladie grave qui m'avait presque fait hospitaliser. Harriet, avertit mon père doucement. Quoi ? Je dis juste qu'Éléanore a un historique d'instabilité, de prise de décision sans réfléchir. Elle se tourna vers tante Laura. Je m'inquiète pour le bébé, vous savez, qu'il grandisse avec ce genre d'influence. La table devint inconfortablement silencieuse. Je posai ma fourchette, mon appétit disparut. C'est ce que tu penses de moi, demandai-je, ma voix étonnamment stable. Que je suis instable ? Harriet haussa les épaules. Ton bilan parle de lui-même, n'est-ce pas ? Avant que je ne puisse répondre,
elle se pencha pour regarder Nolan, qui s'était réveillé et clignait des yeux d'un air endormi. « Il ressemble tellement à Gavin, n'est-ce pas » dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. « J'espère qu'il restera dans les parages cette fois. » La table éclata d'un rire gêné, et je sentis mon dernier fil de patience se rompre. Mais avant que je ne puisse parler, Harriet se tourna complètement vers Nolan, sa voix aiguë et chantante, comme les gens parlent au bébé. « Tu as gâché la vie de ta mère, n'est-ce pas, petite erreur ?» Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un nuage toxique. Je fixai ma sœur, incapable de réaliser qu'elle avait réellement dit cela à mon bébé, à propos de mon bébé, devant toute notre famille. Le pire n'était pas la cruauté de ces mots. C'était le silence qui suivit. Personne ne prit la parole. Personne ne défendit Nolan ou moi. Ils restèrent tous assis là, les fourchettes suspendues, les yeux détournés, complices par leur silence. Je regardais autour de la table mon père, qui étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers, ma mère, dont les lèvres étaient pincées en une fine ligne de désapprobation, bien que je ne puisse dire si c'était pour les mots d'Harriet ou pour ma réaction, tante Laura et l'oncle Marc, échangeant des regards gênés mais ne disant rien. À ce moment-là, je ne m'étais jamais senti aussi seul. Je tendis la main vers Nolan, mes mains tremblant légèrement alors que je le détachais de son porte-bébé. Il fit un doux gazouillis en le soulevant, complètement inconscient de la laideur qui venait de lui être adressée. Je le tins près de moi, mon menton reposant sur sa tête duveteuse, essayant de décider quoi faire, quoi dire. Devais-je exploser, me lever et partir? Prétendre que je n'avais pas entendu? La décision fut prise pour moi lorsque le son de la porte d'entrée s'ouvrant coupa le silence. Tout le monde se tourna, surpris par l'interruption inattendue. C'était Gavin. Il se tenait à l'entrée de la salle à manger, grand et solide dans son costume bleu marine, sa cravate desserrée autour de son cou. Dans un bras, il tenait un bouquet de fleurs sauvages, mes préférées. Dans l'autre, un dossier en manille. Ses yeux trouvèrent immédiatement les miens, chauds et pleins d'amour, avant de se durcir en balayant la table silencieuse. « Désolé d'être en retard, dit-il, sa voix stable et contrôlée. Ai-je manqué quelque chose de civilisé? » Le visage d'Harriet devint blême. « Gavin, balbutia-t-elle. Nous ne t'attendions pas. Tu dois être épuisé par ton voyage. » Gavin ne sourit pas. Il marcha directement à mes côtés, se penchant pour m'embrasser sur la joue et caresser doucement la tête de Nolan. « Puis-je parler » demanda-t-il, s'adressant à la table mais me regardant. J'acquiesçai, le soulagement m'envahissant à sa présence. Il posa les fleurs sur la table et ouvrit le dossier qu'il portait. « Ceci est le dossier hospitalier de Nolan, » dit-il, retirant des papiers et les posant sur la table un par un. « Ceci est notre accord de garde signé. Ceci est notre certificat de mariage légal d'il y a 3 mois. Et voici quelques autres choses qui, je pense, pourraient tous vous intéresser. » Un halètement collectif parcourut la table. La main de ma mère vola à sa gorge. « Certificat de mariage ? » « Oui, » confirma Gavin. « Eleanor et moi nous sommes réconciliés pendant sa grossesse. Nous étions légalement mariés avant la naissance de Nolan. » Il se tourna pour faire face directement à Harriet. « Je sais ce que tu as dit. Nous l'avons entendu depuis l'allée. » Je réalisais avec un sursaut que Gavin devait être arrivé plus tôt que je ne le pensais, qu'il avait été debout dehors à écouter quand Harriet avait fait son commentaire cruel. « Je pensais que cette famille s'intéressait à la vérité, » continua Gavin, sa voix mesurée mais avec un courant de colère à peine contenu, mais de toute évidence, ce n'est pas ce qui est servi ici ce soir. Personne ne parla. Même Harriet semblait à court de mots, sa confiance habituelle s'effritant sous le regard constant de Gavin. « Alors, laissez-moi vous dire quelques vérités, » dit Gavin. « Eleanor est la personne la plus forte et la plus aimante que j'ai jamais connue. Notre séparation était de ma faute ou mon insécurité, ma peur de ne pas être assez bien pour elle. Quand elle m'a parlé du bébé, ce n'était pas un piège ou un geste désespéré. C'était un électrochoc pour nous deux. » Il baissa les yeux sur Nolan, son expression s'adoucissant. « Il n'était pas une erreur. Il nous a sauvés. Il nous a fait affronter ce que nous avions évité, que nous nous aimions encore, que nous étions faits pour être une famille. » Mon père s'éclaircit la gorge. « Nous ne savions pas que vous étiez de nouveau ensemble. Vous n'avez jamais demandé, dis-je doucement. Vous avez tous simplement supposé le pire à mon sujet. Comme vous le faites toujours. » La main de Gavin trouva la mienne sous la table, la serrant doucement.
Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous étiez mariés, demanda ma mère, sa voix tendue. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, répliquai-je. M'auriez-vous traité différemment? Ou auriez-vous trouvé une autre raison de me juger, de me faire sentir inférieur? Personne n'eut de réponse à cela. Gavin rassembla les documents, les remettant dans le dossier. Nous sommes venus ici en espérant combler le fossé, pour vous donner à tous une chance de faire partie de la vie de notre famille. Mais je ne soumettrai pas ma femme ou mon fils à ce genre de traitement. Il me regarda, ses yeux interrogateurs. Rentrons à la maison, Ellie. À notre maison. J'acquiesçai, me levant avec Nolan toujours dans mes bras. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me sentis forte, soutenue, plus seule face à la marée de jugements et de critiques. Éléanore, commença ma mère, mais je secouai la tête. Pas maintenant, maman. J'ai besoin d'un peu d'espace. Je me tournai pour faire face à la table une dernière fois. Merci pour le dîner. Gavin passa son bras autour de moi, et ensemble nous sortîmes de la salle à manger, laissant derrière nous un silence stupéfait. Dans le couloir, il me serra contre lui, faisant attention de ne pas écraser Nolan entre nous. Je suis tellement désolé, murmura-t-il contre mes cheveux. Je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Tu es là maintenant, dis-je, le soulagement m'envahissant. C'est tout ce qui compte. Faisons tes valises, suggéra Théil. Nous pouvons rester à l'hôtel ce soir et rentrer à la maison en voiture demain matin. J'acquiesçai, soudain impatiente de m'éloigner de cette maison et de son atmosphère étouffante. Alors que nous montions les escaliers vers la buanderie, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. La vérité était maintenant révélée, pour le meilleur ou pour le pire, et je n'affrontais plus cela seul. Mon fils n'était pas une erreur. Mon mariage n'était pas un échec. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas laisser les attentes de ma famille définir qui j'étais ou ce que je méritais. En arrivant en haut des escaliers, je m'arrêtai, regardant en arrière vers l'entrée de la salle à manger où ma famille restait, leur voix maintenant un faible murmure de choc et de confusion. Tu sais quoi, dis-je à Gavin, un petit sourire se formant. Je pense que c'est le début de quelque chose de mieux. Il serra mon épaule. Je sais que ça l'est. La buanderie semblait différente maintenant. Ce qui avait été un symbole du mépris de ma famille s'était transformé en un espace de transition, un cocon que je quitterais bientôt. Je me déplaçais méthodiquement, pliant les minuscules vêtements de Nolan et les rangeant dans le sac à langer pendant que Gavin démontait le lit pliant. La machine à laver ronronnait en arrière-plan, un contrepoint régulier au tumulte d'en bas. Tu penses qu'il parle de nous, demandai-je, jetant un coup d'œil vers la porte. Gavin leva les yeux du lit pliant. Certainement. Mais pour une fois, ce sont eux qui ne savent pas quoi dire. Je souris à cela, ressentant un étrange sentiment de pouvoir d'avoir perturbé la dynamique familiale habituelle. Pendant des années, j'avais été celle qui se démenait pour s'expliquer, pour justifier ses choix. Maintenant, c'était eux qui restaient sans voix. Presque fini, demanda Gavin, pliant la dernière pièce du lit. Presque. Un léger coup sur l'encadrement de la porte nous fit nous retourner tous les deux. Mon père se tenait là, sa grande silhouette quelque peu diminuée, les épaules légèrement voûtées. Il paraissait plus vieux qu'au dîner, les rides autour de ses yeux plus prononcées. « Je peux te parler une minute, Éléanore » demanda-t-il, sa voix inhabituellement hésitante. Je jetai un coup d'œil à Gavin, qui hocha légèrement la tête. « Je vais porter ces affaires à la voiture » dit-il, rassemblant nos sacs et le lit pliant. En passant devant mon père, il s'arrêta. « Nous allons bientôt partir. » Papa attendit que les pas de Gavin s'estompent dans les escaliers avant d'entrer dans la petite pièce. Il regarda autour de lui, observant l'espace exigu, la machine à laver, le lit de camp étroit, comme s'il le voyait à travers mes yeux pour la première fois. « Je suis désolé, dit-il enfin, toujours debout dans l'encadrement de la porte. J'aurais dû dire quelque chose au dîner quand Harriet. Il s'interrompit, incapable de répéter ses mots. Je ne savais tout simplement pas comment. Je continuais à ranger les affaires de Nolan, sans lever les yeux. Tu ne le sais jamais, papa. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je fermai le sac avec la fermeture éclair et me tournai pour lui faire face. Toute ma vie, tu es resté là pendant que maman et Harriet me démolissaient. Tu n'as jamais pris mon parti une seule fois. Je t'aime, princesse, dit-il, utilisant le surnom d'enfance qui me faisait autrefois me sentir spécial. Maintenant, il sonnait juste creux.
L'amour n'est pas passif, papa. Il ne suffit pas de m'aimer en silence tout en laissant les autres me blesser. Avant qu'il ne puisse répondre, des pas rapides s'approchèrent, et Harriet apparut derrière lui, le visage rouge d'émotion, les yeux brillants de larmes non versées. « Alors c'est tout ?» demanda-t-elle, bousculant notre père pour entrer dans la pièce. « Tu lances ta petite bombe et tu t'enfuis. » Typique d'Eleanor. Je tins bon, refusant d'être intimidé. « À quoi t'attendais-tu, Harriet ? Que nous restions pour te laisser continuer à nous traiter comme des ordures ? Tu te crois meilleur que moi maintenant ?» Sa voix monta, tremblant légèrement. « Parce que tu as récupéré Gavin. Parce que tu as ta petite famille parfaite ? Il ne s'agit pas d'être meilleur que toi. Ça ne l'a jamais été. » Menteuse, cracha-t-elle le mot, son sang-froid se fissurant. « Ça a toujours été une compétition avec toi, et maintenant tu penses que tu as gagné. » J'étudiais le visage de ma sœur, le maquillage parfait commençant à couler, la façade soignée glissant pour révéler quelque chose de brut et de douloureux en dessous. Pour la première fois, je vis au-delà de son armure de supériorité l'insécurité qui se cachait derrière. « Je ne suis pas en compétition avec toi, Harriet, dis-je doucement. Je ne l'ai jamais été. Tout ça, c'était dans ta tête. » Facile à dire pour toi, rit-elle amèrement. Tu as toujours été la spéciale. Eleanor la sensible, Eleanor la créative, la princesse de papa. Tu as pu te planter encore et encore, et tout le monde attendait juste que tu trouves ton chemin. Je n'ai jamais eu ce luxe. Notre père se déplaça inconfortablement dans l'encadrement de la porte mais resta silencieux. De quoi parles-tu ? demandai-je. Tu es l'enfant prodige, la fille parfaite, celle qui réussit. Parfaite ? La voix d'Harriet se brisa. As-tu la moindre idée de l'épuisement que c'est d'être parfaite tout le temps ? De ne jamais faire d'erreur, de répondre aux attentes de tout le monde ? Quelque chose dans son expression me fit marquer une pause. Les mots de Dileya de tout à l'heure résonnèrent dans mon esprit, à propos d'Harriet pleurant derrière des portes closes. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Harriet ? Elle croisa fermement les bras sur sa poitrine comme si elle se tenait elle-même. Rien. Tout va bien. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Tu ne comprendrais pas. Et c'est moi. Pendant un instant, je pensais qu'elle allait sortir en trombe. Au lieu de cela, à ma grande surprise, elle s'affaissa sur le lit de camp, ses épaules s'affaissant. Mon mariage s'effondre, murmura-t-elle. Allant à une liaison avec son assistante depuis plus d'1 an. Notre père émit un son étranglé depuis l'encadrement de la porte, mais aucune de nous ne le regarda. Harriet, Elle me coupa. Je ne veux pas de ta pitié. Elle fixa ses mains parfaitement manucurées. Je le sais depuis des mois, mais je ne peux pas partir. Que penseraient les gens ? Que penseraient maman et papa ? La fille parfaite, celle qui fait tout bien, qui divorce. Alors au lieu de ça, tu te défoules sur moi, demandai-je, bien que sans la colère que j'aurais ressentie 1 heure plus tôt. Tu as toujours eu la liberté de te planter, dit-elle, une larme s'échappant enfin pour couler sur sa joue. De tomber et de te relever. Moi, jamais. Ce n'est pas la liberté, Harriet. C'est juste la vie. Eh bien, je ne sais pas comment faire ça. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux soudain vulnérables. Je suis piégé dans cette vie que j'ai construite. Cette image parfaite. Je ne sais pas qui je suis sans elle. Je m'assieds à côté d'elle, laissant un espace prudent entre nous. C'est pour ça que tu t'en es prise à Nolan ? Parce qu'il représente quelque chose que tu aimerais avoir. Elle hocha légèrement la tête, la honte traversant ses traits. Le courage de tout recommencer, de choisir le bonheur plutôt que les apparences. Elle essuya brutalement ses larmes. Je suis désolé pour ce que j'ai dit sur le fait qu'il était une erreur. C'était cruel. Oui, ça l'était, acquiesçai-je, ne voulant pas la laisser s'en tirer complètement. C'est juste que... Elle hésita. J'ai dépensé tellement d'énergie à te jalouser pour ta liberté, tes choix, même tes erreurs. Et puis tu arrives avec ce bébé et Gavin, l'air fatigué mais sincèrement heureuse. Et je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Pendant un long moment, nous restâmes assises en silence. Je pensais à toutes les années de compétition, de ressentiment et d'incompréhension entre nous, à la façon dont nous avions été dressés l'une contre l'autre depuis l'enfance, Harriet la performante, moi la rêveuse. Tu peux être libre aussi, tu sais, dis-je finalement.
Mais tu dois d'abord arrêter de blesser les autres, et surtout toi-même. Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture changea, un relâchement peut-être du contrôle rigide qu'elle maintenait toujours. Je devrais y aller, dis-je en me levant. Gavin et Nolan attendent. Harriet hocha la tête, sans me regarder. Alors que j'atteignais la porte où mon père se tenait toujours, elle parla de nouveau. Éléanore ? Sa voix était petite. Penses-tu que nous pourrons un jour ? Je veux dire, pourrions-nous un jour ? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Ça ne dépend que de toi. Je la laissai assise là dans la buanderie, mon père me suivant dans le couloir. Éléanore, s'il te plaît, ne pars pas comme ça, dit-il alors que nous atteignions le haut des escaliers. Je ne pars pas pour toujours, papa. Juste pour ce soir. Nous avons besoin d'un peu d'espace. En bas des escaliers, ma mère attendait, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Son visage était pâle, ses lèvres pincées en une fine ligne. Elle paraissait soudain fragile, incertaine d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Éléanore, appela-t-elle alors que j'atteignais la dernière marche. Attends. Je m'arrêtai, le sac allongé de Nolan lourd sur mon épaule. Je t'ai blâmé, dit-elle, les mots sortant d'un trait, pour tout, tes difficultés, tes choix. Je t'ai blâmé parce que... Elle déglutit difficilement, parce que j'enviais ton courage. De toutes les choses que je m'attendais à ce qu'elle dise, ce n'était pas celle-là. Quoi ? Tu as toujours été assez courageuse pour suivre ton cœur, continua-t-elle, sa voix mal assurée. Même quand cela t'a mené sur des chemins difficiles. Je n'ai jamais eu ce courage. J'ai vécu toute ma vie en faisant ce qu'on attendait de moi. Je fixai ma mère, la voyant vraiment peut-être pour la première fois, non pas comme la figure critique et désapprobatrice de mon enfance, mais comme une femme qui avait fait ses propres compromis, qui avait peut-être renoncé à ses rêves pour la sécurité et l'approbation. Je ne sais pas quoi dire, admis-je. Elle fit un pas vers moi, hésitante. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste que tu saches que j'avais tort sur tellement de choses. J'acquiesçai, sentant le poids de ces mots mais n'étant pas prête à les traiter pleinement. Je dois y aller. Nolan a besoin de dormir. Je comprends. Elle recula, me laissant passer. Tu appelleras quand tu seras rentré. Oui, dis-je, me surprenant moi-même avec la réponse. Je le ferai. Dehors, Gavin attendait près de la voiture, Nolan déjà attaché dans son siège auto. Il scruta mon visage alors que je m'approchais. Ça va ? Je pris une profonde bouffée d'air frais de la nuit. Je crois que oui. C'était intense. Il me serra dans ses bras, sa chaleur solide m'ancrant. Prête à partir ? Plus que prête. Alors que nous nous éloignions en voiture, je regardais la maison de mon enfance s'éloigner dans le rétroviseur, le lampadaire du Porsche projetant une petite flaque de lumière jaune dans l'obscurité. Gavin tenait ma main sur la console, son pouce traçant des cercles apaisants sur ma peau. Sur la banquette arrière, Nolan dormait paisiblement, inconscient de la tempête émotionnelle qui avait tourbillonné autour de lui. Je pensais au moment à l'hôpital après la naissance de Nolan, quand je l'avais tenu pour la première fois. Seul dans une salle de réveil, Gavin était sorti pour appeler ses parents. J'avais regardé le petit visage de mon fils et lui avais fait une promesse. Je ne laisserai jamais personne te faire sentir inférieur, avais-je murmuré contre sa tête duveteuse. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Maintenant, jetant un coup d'œil à sa forme endormie, je souris doucement et ajoutai, je le pensais vraiment. La maison n'avait jamais semblé aussi accueillante. Notre appartement n'était ni grand ni luxueux, mais franchir la porte avec Gavin et Nolan, c'était comme passer le seuil d'un sanctuaire. L'odeur familière de la bougie à la lavande que je brûlais toujours, le canapé gris moelleux où Gavin et moi avions passé d'innombrables soirées à parler de notre avenir, la petite chambre d'enfant que nous avions peinte ensemble pendant mon 3e trimestre, c'étaient les repères de la vie que nous construisions. Mon Dieu, ça fait du bien d'être de retour, dit Gavin, posant nos sacs dans l'entrée. Je portais un Nolan endormi jusqu'à son berceau, le déposant soigneusement et regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser un instant avant de rejoindre Gavin dans le salon. « Comment te sens-tu » demanda-t-il alors que je me blottissais à côté de lui sur le canapé. Épuisée, mais aussi plus légère. Je penchai ma tête contre son épaule. Comme si quelque chose avait changé. Tu as tenu bon. C'est énorme, Ellie. Nous avons tenu bon, le corrigeai-je. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Il m'embrassa sur le haut de la tête.
Tu es plus forte que tu ne le penses. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil ininterrompu dans notre propre lit, je me réveillai fraîche et étrangement énergique. Pendant que Gavin prenait sa douche, j'ouvris mon ordinateur portable et fixai le document vierge sur mon écran. Les mots avaient toujours été mon refuge, ma façon de traiter le monde. Maintenant, ils se déversaient de moi, brut, honnête, puissant. J'écrivis sur la visite à la maison, sur les mots cruels d'Harriet, sur la douleur d'être jugée et trouvée insuffisante par les personnes qui devraient vous aimer le plus. J'écrivis sur Nolan, sur la façon dont il avait apporté de la clarté à ma vie plutôt que de la complication. J'écrivis sur le courage qu'il faut pour choisir son propre chemin, même quand les autres ne comprennent pas. Quand Gavin sortit de la salle de bain, s'essuyant les cheveux avec une serviette, je tapais encore furieusement. « Qu'est-ce qui t'inspire autant ?» demanda-t-il, regardant par-dessus mon épaule. « J'écris un essai, » répondis-je, les doigts volant toujours sur le clavier. Sur ce qui s'est passé, sur la famille, sur Nolan. Il lut quelques paragraphes, son expression devenant sérieuse. « C'est bon, Ellie. Vraiment bon. Tu crois. Je le sais. » Il me serra l'épaule. « Tu devrais le soumettre quelque part. » Je n'avais rien publié de substantiel depuis avant ma grossesse, mais la confiance de Gavin renforça la mienne. Après une semaine de révision, je soumis l'essai à un magazine féminin en ligne pour lequel j'avais fait du freelance par le passé. La rédactrice en chef répondit en quelques heures, enthousiaste à l'idée de le publier. 2 semaines plus tard, ils ont appelé mon fils une erreur, était en ligne. La réponse fut immédiate et écrasante. Ma boîte de réception fut inondée de messages de femmes mères, filles, sœurs me remerciant d'avoir mis des mots sur leurs propres expériences, d'avoir validé leur douleur et leur choix. « Tu devrais lire ça », dis-je à Gavin un soir, lui passant mon ordinateur portable ouvert sur un courriel d'une femme qui avait quitté sa famille émotionnellement abusive après avoir lu mon essai. « Vos mots m'ont donné la permission de me choisir moi-même », lut Gavin à voix haute. « D'arrêter d'essayer de mériter un amour qui devrait être donné librement. » Il leva les yeux vers moi, les siens brillants de fierté. « Tu changes des vies, Ellie. » Le succès de l'essai déclencha quelque chose en moi, un désir de créer un espace pour les histoires d'autres femmes, de construire une communauté autour d'expériences partagées et de guérison. Je lançai un blog, invitant les femmes éloignées de familles toxiques à partager leur parcours. Un matin, alors que j'étais assise à notre petite table de cuisine à travailler sur le blog, Gavin posa une assiette d'œufs et de toast devant moi avec une tasse de café fumante. « C'est pourquoi ?» demandai-je, surprise par le geste. « Ai-je besoin d'une raison pour faire le petit déjeuner à ma femme ?» Il se glissa sur la chaise en face de moi. En fait, je pensais à cette fois, il y a 3 ans, quand j'ai touché le fond après avoir perdu ce contrat. Je m'en souvenais clairement, Gavin, dévasté après un revers professionnel majeur, sombrant dans le doute. Je m'étais levé chaque matin pour lui préparer le petit déjeuner, refusant de le laisser sauter des repas dans sa dépression. « Tu n'as pas baissé les bras avec moi », dit-il doucement. Même quand j'étais prêt à baisser les bras moi-même. C'est ce que font les partenaires. Il tendit la main sur la table et prit la mienne. Tu fais des choses extraordinaires, Ellie. Avec le blog, avec Nolan, avec tout. Je veux juste que tu saches que je le vois. Alors que le printemps se transformait en été, la vie s'installa dans un nouveau rythme. Je continuai à écrire, mon travail de freelance augmentant régulièrement à mesure que les rédacteurs lisaient mon essai publié. Le travail de Gavin se passait bien, sa récente promotion nous permettant de commencer à économiser pour une maison. Nolan grandissait et changeait quotidiennement, sa personnalité émergeant plus clairement, curieux, déterminé, prompt à sourire. Nous l'emmenions au parc le week-end, le regardant découvrir le monde avec des yeux écarquillés d'émerveillement. Lors d'une de ces sorties, une femme plus âgée s'arrêta pour l'admirer alors qu'il était assis sur une couverture, examinant attentivement une feuille. « Quel beau garçon !» commenta-t-elle en souriant à Nolan. « Il a votre feu. » Je regardai mon fils, son expression concentrée, la détermination dans son petit front plissé alors qu'il explorait la texture de la feuille, et je ressentis une vague de fierté. « Merci », répondis-je en rayonnant. La femme continua son chemin, mais ses mots restèrent avec moi. Mon feu. La partie de moi qui refusait de s'éteindre, qui avait survécu aux critiques de ma famille, à mon propre doute, au défi de la reconstruction d'un mariage et du fait de devenir mère. Ce feu était l'héritage de Nolan, plus précieux que n'importe quel bien matériel. Un soir de fin juillet, mon téléphone sonna avec un numéro inconnu.
J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Eleanor, c'est Harriet. Je m'assis sur le bord du lit, surprise. Nous ne nous étions pas parlé depuis cette nuit dans la buanderie, bien que mes parents aient appelé occasionnellement, leur conversation prudente m'est de plus en plus chaleureuse. Harriet. Un silence gêné s'étira entre nous. Finalement, elle parla de nouveau. J'ai lu ton essai. Mon pouce accéléra. Oh. C'était honnête, marqua-t-elle une pause, douloureusement honnête. C'était le but. Un autre silence. Je suis une thérapie. Les mots sortirent d'un trait comme si elle les avait retenus. 2 fois par semaine. J'y vais depuis environ un mois maintenant. C'est bien, Harriet. Je n'appelle pas pour demander ton pardon, continua-t-elle. Je ne le mérite pas encore. Je voulais juste que tu saches que je travaille dessus, sur moi. Je pensais à ma sœur, Harriet la parfaite, la polie, assise dans le cabinet d'un thérapeute, confrontant les fissures de sa façade soigneusement construite. Il a dû falloir un courage énorme. J'apprécie que tu me le dises, dis-je prudemment. Alan et moi nous sommes séparés, ajouta-t-elle. C'était. Ça a été dur, mais nécessaire. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas qu'elle souffre. Ne le sois pas. C'est la première chose honnête que j'ai faite depuis des années. Elle prit une profonde inspiration. Bref, je dois y aller. Dileya m'attend pour que je lise avec elle. Harriet? Oui. Merci d'avoir appelé. Après avoir raccroché, je restai assise longtemps à traiter la conversation. Je ne ressentis pas la vague de chaleur ou de pardon que les films pourraient dépeindre dans de tels moments. Mais je sentis quelque chose changer, un relâchement du nœud de ressentiment que j'avais porté si longtemps. Une semaine plus tard, une lettre de mon père arriva. À l'intérieur se trouvait une brève note écrite de sa main soignée et penchée. Eleanor, les mots ne me sont jamais venus facilement, surtout quand ils comptent le plus. Je t'ai manqué en tant que père en restant silencieux alors que j'aurais dû parler. Il n'y a aucune excuse pour cet échec, seulement mon regret sincère. Si joint quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps, ainsi qu'une contribution pour l'avenir de Nolan. Non pas pour acheter le pardon, mais comme un petit geste de mon engagement à faire mieux. Avec amour et de profondes excuses, papa. Sous la note se trouvait un chèque pour le fonds d'études de Nolan et une photographie délavée que je n'avais jamais vue auparavant. Elle me montrait à environ 4 ans, assise sur les épaules de mon père à ce qui semblait être une foire de comté. Ma tête était renversée en arrière de rire, ses mains tenant fermement mes jambes, son visage tourné vers le mien avec une adoration indubitable. J'ai épinglé la photo sur notre réfrigérateur à côté d'une note manuscrite que j'y avais placée le jour où nous avions ramené Nolan de l'hôpital. Ce n'était jamais une erreur. C'était un commencement. 8 mois après notre dîner de famille désastreux, je me tenais en coulisses de la conférence des femmes de Westwood, essayant de calmer les papillons dans mon estomac. Après le succès de mon essai et de mon blog, j'avais été invité à prendre la parole à l'événement. Le thème était « Se choisir soi-même », et malgré avoir écrit des milliers de mots sur le sujet, l'idée de les dire à voix haute à une salle de 500 femmes me terrifiait. 5 minutes, Madame Walker, dit une coordinatrice, passant la tête à travers le rideau. J'acquiesçai, lissant des plis invisibles sur ma robe. Bleu marine, simple mais élégante, choisie par Gavin la semaine précédente lors d'une rare séance de shopping sans Nolan. Tu es magnifique, avait-il dit alors que je l'essayais. Forte. Maintenant, je prenais de profondes inspirations, révisant mes notes une dernière fois. Le discours était personnel, tiré de mon propre parcours, mais j'espérais qu'il résonnerait avec d'autres qui avaient lutté pour trouver leur voie au sein de familles qui essayaient de les faire taire. De l'autre côté du rideau, j'entendis le maître de cérémonie me présenter, énumérant mes réalisations, l'essai viral, le blog communautaire qui avait atteint plus de 10 000 membres, le contrat de livre à venir. Les applaudissements qui suivirent furent enthousiastes. Juste au moment où je me préparais à monter sur scène, un son familier traversa le bruit, le rire de Nolan, clair et joyeux, venant de quelque part dans le public. Le son me recentra, me rappelant pourquoi j'étais là, pourquoi je me battais. Bonsoir, commençai-je en m'approchant du podium. Mon nom est Eleanor Walker, et il y a un an, j'aurais eu trop peur de me tenir devant vous aujourd'hui. Pendant que je parlais, les mots coulant plus facilement que je ne l'avais prévu, je balayais l'audience du regard. Gavin était assis au premier rang,
Nolan sur ses genoux, tous deux me regardant avec des expressions de fierté identiques. Mon fils avait presque 1 an maintenant, essayant déjà de marcher, sa personnalité devenant plus distincte chaque jour, têtu comme Gavin, créatif comme moi, et entièrement sa propre personne. On nous apprend depuis l'enfance à chercher l'approbation, continuez-je, à mesurer notre valeur à la façon dont nous répondons aux attentes des autres. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes nous obligent à nous trahir, à faire taire nos propres besoins et nos rêves? Le public était avec moi, hochant la tête, certains essuyant des larmes alors que je partageais mon histoire. Pas seulement les parties douloureuses, mais la guérison aussi. Le chemin vers l'estime de soi qui avait commencé avec la naissance de Nolan et qui continuait chaque jour alors que j'apprenais à faire confiance à ma propre voix. Votre voix compte, dis-je en approchant de la conclusion de mon discours. Vos choix comptent. Vous n'avez pas besoin de permission pour être entière, pour fixer des limites, pour vous éloigner des relations qui vous diminuent eux-mêmes, et surtout, lorsque ces relations sont avec la famille. Alors que les applaudissements éclataient, j'aperçus une silhouette debout au fond de la salle, ma mère. Elle n'avait pas dit qu'elle viendrait. Nous nous étions parlé plusieurs fois au cours des derniers mois, nos conversations se réchauffant progressivement, mais toujours avec une distance prudente maintenue des deux côtés. Maintenant, elle se tenait seule, n'applaudissant pas, mais me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Fierté mêlée de regret, peut-être. Après le discours, une file se forma de femmes attendant de me parler. Je signais des copies d'essais imprimés, écoutais leurs histoires, serrais dans mes bras celles qui en avaient besoin. Gavin attendait patiemment sur le côté avec Nolan, me laissant l'espace pour me connecter avec ces femmes qui avaient trouvé quelque chose d'elles-mêmes dans mes mots. Alors que la foule se clairsemait, une jeune femme s'approcha, les yeux rouges d'avoir pleuré. J'ai quitté ma famille la semaine dernière, dit-elle sans préambule. Après 3 ans où ils m'ont dit que je ne valais rien, que mes rêves étaient stupides, que je ne survivrais jamais seule. Elle prit une inspiration saccadée. Vos mots m'ont aidé à respirer. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir vraiment respirer. Je pris ses mains, les tenant fermement dans les miennes. Le premier pas est le plus difficile. Ça devient plus facile. Est-ce que ça arrête un jour de faire mal, demanda-t-elle, sa voix petite. Non. Mais on apprend à construire une vie où la joie l'emporte sur la douleur. Après son départ, Gavin s'approcha avec Nolan, qui tendit immédiatement les bras vers moi en babillant avec enthousiasme. « Tu as été incroyable », dit Gavin en m'embrassant sur la joue. On s'en est bien sorti, n'est-ce pas? La question englobait tout, notre réconciliation, notre mariage, notre fils, la vie que nous construisions ensemble. J'acquiesçai, berçant doucement Nolan dans mes bras. Oui, c'est vrai. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, je vis ma mère hésiter près de la sortie. Elle avait attendu que presque tout le monde soit parti. « Tu es venu » dis-je alors que nous nous approchions d'elle. Je n'étais pas sûr de devoir le faire. Elle paraissait plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue, les rides autour de ses yeux plus profondes. Mais je voulais entendre ce que tu avais à dire. Et la pressai-je quand elle ne continua pas. Tu as trouvé ta voix. Elle sourit légèrement. Elle est puissante. Je ne savais pas comment répondre. Nous étions encore en train de retrouver notre chemin l'une vers l'autre, si cela était même possible. Certaines blessures ne guérissent pas complètement, et ce n'est pas grave. Certaines relations se transforment plutôt que de se restaurer. Voudrais-tu qu'on aille prendre un café un de ces jours? Demanda-t-elle. Juste nous deux. J'aimerais beaucoup, répondis-je, surprise de constater que je le pensais. Cette nuit-là, après que Nolan se soit endormi, je me tenais dans sa chambre, regardant les étagères que Gavin avait construites. Sur l'étagère du haut se trouvait mon vieux journal, celui dans lequel j'avais écrit pendant ces jours difficiles chez mes parents. À côté se trouvait un nouveau journal, ses pages encore vierges, attendant le prochain chapitre de notre histoire. Je pensais au parcours de l'année écoulée, de l'isolement à la communauté, du silence à la parole, de la honte à la fierté. D'une femme qui laissait les autres définir sa valeur à une femme qui se tenait sur une scène et aidait les autres à trouver leur propre voie. Me penchant sur le berceau de Nolan, je le regardais dormir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement. « Tu as tout changé » murmurai-je en touchant doucement sa joue. « Tu m'as rendue courageuse. » En le défendant, j'avais enfin appris à me défendre moi-même. En le protégeant du jugement des autres, je m'étais libéré de son pouvoir. En l'aimant inconditionnellement, j'avais appris ce que je méritais depuis le début.
Ils l'ont appelé une erreur. Mais il a été la raison pour laquelle j'ai arrêté de laisser les gens me traiter comme tel. Que sacrifieriez-vous pour protéger ceux que vous aimez des personnes qui devraient vous aimer le plus? Si le parcours d'Eleanor a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes et partagez dans les commentaires comment vous avez trouvé le courage de vous choisir vous-même.